Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie du cours G5 sur les déformations des matériaux de la lithosphère. Alors il nous restait à voir une chose, c'est le grand 3, c'est les différents types de déformations que l'on peut voir à toutes les échelles. Alors notre objectif ici, ça va être de lister ces différents types de déformations que l'on peut voir, et à partir du grand 1 et du grand 2, on va essayer de les décrire, de les quantifier, de déterminer l'ellipsoïde des déformations qui est associée, d'identifier leur cause, éventuellement de remonter à l'ellipsoïde des contraintes, et enfin on va essayer de voir ce que ces déformations nous apportent comme information sur la géologie de l'échantillon ou de la région concernée. Commençons tout de suite par le grand A, les déformations cassantes. Alors il y a plusieurs types de déformations cassantes, commençons par les diaclases. Définition de diaclase, une diaclase c'est une fracture comme on le voit ici sans déplacement. On peut voir ça à toutes les échelles, de la mince à l'affleurement, et on a vu dans le grand 2, la figure 18, que ceci se faisait en surface avec un sigma 3 proche de 0 et par un cisaillement pur. L'axe de la fracture donnant accès au Z de l'ellipsoïde de déformation et au sigma 1 de l'ellipsoïde des contraintes. Alors il faut faire attention quand même, de nombreuses diaclases ne sont pas d'origine tectonique. L'origine est souvent une décompression des roches suite à leur remontée en surface. C'est ce qui est représenté ici. Là, donc, suite à l'érosion, ces roches donc remontent finalement, et en remontant, elles vont finalement fracturer. On le voit ici, c'est représenté en bleu, ce qui génère les diaclases en question. C'est ce qu'on voit très souvent sur les affleurements quand on se déplace et qu'on fait de la géologie de terrain. À noter que les différentes fractures qui sont créées donc au niveau des diaclases, souvent vont être remplies par de l'eau qui va circuler et précipiter par exemple de la calcite CaCO3 ou de la silice SiO2, ce qui va former les veines de calcite ou de quartz. C'est ce qui est représenté ici. Là, on voit toutes les fractures qui ont été remplies par la calcite ou du SiO2. Et ici, par exemple, aussi une veine à cet endroit-là. Deuxième type de déformation cassante, les fentes de tension. Alors les fentes de tension que l'on a ici en schéma ou que l'on a ici dans la vraie vie sont des fractures particulières qui vont s'ouvrir en ailes d'avion. Donc là, l'ellipsoïde de déformation qui est représenté ici, c'est donc l'ouverture selon le plan, l'axe X, pardon, et l'axe de la fente de tension représente l'axe Z de l'ellipsoïde de déformation. Très souvent, on voit, c'est le cas ici, que la répartition dans la roche, c'est pas aléatoire. En fait, c'est le long, là on les voit, le long d'une faille en fait qui est potentielle ou bien qui s'exprimait avec le déplacement relatif et que d'ailleurs ça peut arriver que ces failles soient conjuguées, c'est le cas ici, on le voit là, donc ça a bougé avec les failles conjuguées qu'on avait vues sur la figure 8 et donc les fentes de tension peuvent s'exprimer le long de ceci. Alors l'ellipsoïde de déformation c'est très facile, l'axe de la fente donne le Z. Pour l'ellipsoïde des contraintes, ça va dépendre. Si les fentes sont symétriques, on avait vu que dans ce cas il y a un cisaillement pur ou un aplatissement pur. Et retourner à l'ellipsoïde des contraintes est facile. Donc le sigma, c'est ici. Analogie yaourt, j'appuie, ça s'ouvre selon le sigma 3 qui est ici. Si le cisaillement il est simple, là, les fentes de tension, en fait, elles vont pivoter. Il va y avoir une rotation. Donc là, je vous renvoie aussi à la figure 8 du début. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour rappel, vite fait, donc si j'appuie ici et qu'en même temps il y a une rotation, en appuyant ici, donc là c'est l'axe Z au temps T1, la fente de tension se crée ici. Puis je continue d'appuyer, donc il y a une rotation à cet endroit-là. Mais la fente s'ouvre aussi aux extrémités. Et là, le Z, il est ici. Du coup, là, elle croît ici et ici. Et puis l'ensemble continue de faire une rotation. Je l'ai ici. Et j'ai une nouvelle ouverture à cet endroit-là. Et du coup, j'obtiens une fente qui est en S, comme ceci. Alors, normalement, quand il y a des cisaillements simples, on ne peut pas remonter à l'ellipsoïde des contraintes. Bon, là, c'est un cas très particulier où on le peut, parce que en regardant juste les extrémités, j'ai accès finalement au sigma. Le sigma, il m'est donné par les picots qui sont ici. Donc là, je peux remonter. Si je prends ce schéma, le sigma étant ici, donc j'appuie, donc j'ai bien ma rotation. Là, on voit bien qu'ils sont en train de tourner ici. Tourner parce que j'ai un cisaillement représenté par les flèches. Et j'ai tout le temps le petit picot extérieur quand la fente, elle croît en fait, qui est collinaire au sigma qui est ici. Donc on peut quand même trouver l'ellipsoïde des contraintes dans ce cas. D'après le grand 2, ces fentes de tension elles se développent plutôt à faible profondeur, quand le sigma 3 il est petit, dans des roches à comportement cassant, très souvent des calcaires. Troisième déformation cassante, les stylolites. Alors les stylolites, très abusivement, on les classe dans les déformations cassantes, alors que ce ne sont pas des déformations cassantes, en fait, elles sont très souvent associées aux fentes de tension, c'est pour ça qu'on les classe dans la même catégorie. Leur cause, en effet, c'est pas une cassure, c'est une dissolution suite à une contrainte. Alors là, on le voit très bien. Imaginons ceci. Imaginons que j'appuie et que, en appuyant, j'entraîne une augmentation de pression qui entraîne la dissolution de tout ce qui est ici.
Donc, regardez, là, ça s'est dissous. Et par exemple, le petit morceau qui est là, il ne reste plus qu'un petit bout. Et là, ça s'est dissous, il ne reste plus que ce petit morceau. Et du coup, j'ai raccourci mon échantillon en appuyant ici. Et le long où il y a eu la dissolution, si c'est du SaCO3 par exemple, tout le SaCO3 il est parti, sous forme Ca de plus HCO3-. Et toutes les petites impuretés, par exemple des petites impuretés d'argile, pourquoi pas, sont restées sur place. Et ce qui me donne l'aspect un petit peu foncé à l'endroit où les fameuses stylolites se forment. C'est ça l'endroit foncé. Donc l'aspect des stylolites en 3D est très particulier avec plein de petits picots, les petits picots me donnant accès au sigma 1. Là on le voit ici en 3 dimensions. Alors attention quand même, certains stylolites n'ont pas de cause tectonique. On verra ça dans le cours G8 quand on fera la diagénèse. Et il y a certains stylolites qui sont juste dus à une compaction en fait lors de la diagénèse. Dans ce cas, on les reconnaîtra assez facilement parce qu'ils sont parallèles à la stratification. Passons maintenant à la déformation cassante la plus importante, la faille. Donc les failles. Alors qu'est-ce que c'est que les failles déjà? Faisons la définition et les caractéristiques. Une faille, définie déjà dans le cours G1, c'est une fracture avec mouvement relatif le long du plan de rupture. Là, il y a une fracture et il y a un mouvement relatif. Ça, c'est une faille. Le plan de rupture qui est ici, ça s'appelle le miroir de faille. Et quand on a une faille comme ceci, donc on a un plan, le miroir de faille, et ce plan peut être caractérisé comme on le fait dans les TP de cartographie par une direction. On imagine qu'on met une horizontale et la section entre l'horizontale et le miroir de faille, ça me donne la direction de la faille. Là, l'horizontale est représentée par l'eau. Et c'est caractérisé aussi par un pendage. Pendage, c'est l'angle que ça fait. Ici, on le voit l'angle par rapport à l'horizontale. Quand on avait en cartographie des couches, c'était la même chose. Même qu'on mettait un petit T comme ça pour dire la direction et le pendage. Attention, en cartographie, les T sont gardés pour les couches, pas du tout pour les failles. Donc les failles, c'est comme ça. Donc on a une direction de la faille, on a un pendage et on a aussi un rejet, ou on dit aussi rejeu. Par exemple, ici, le point, ici, A', avant, ils étaient au même endroit. Maintenant, ils se sont décalés. Ils se sont décalés selon l'horizontale et selon la verticale. Rejet horizontal, rejet vertical. Je peux même avoir un rejet dans le sens ici. J'ai X, Y, Z en fait, quand je fais le rejet. Alors, concernant le plan de faille, il faut dire que là, il est tout net, tout beau, mais très souvent, il ondule. Et même qu'en profondeur, il peut même s'incurver, il peut même se rapprocher de l'horizontale, notamment au niveau de la zone de transition cassant-ductile qu'on a vu avec quand on faisait la rhéologie dans le grand 2, la rhéologie de la lithosphère. Pour rappel, c'est ici. On voit là, plans de faille qui deviennent horizontaux. Là, on le voit aussi. Là, ça casse là-haut et en dessous, ça ne casse pas. On est dans le comportement ductile ici de la croûte continentale. Concernant le rejet, on va finalement distinguer 3 types de failles. Les failles normales, les failles inverses, les failles décrochantes, selon le cas. Alors quand on a le cas ici, quand on a une extension, quand je prends ici par exemple, là ça fait 10 cm et maintenant ça fait par exemple 12 cm, là c'est ce qu'on va appeler une faille normale, lorsqu'il y a une extension. L'extension est représentée ici par la flèche. Autre cas, où au contraire j'ai un rapprochement. Là j'avais 10 cm sur l'ensemble, maintenant je n'ai plus que, je ne sais pas, 8 cm. LI plus petit que LO, c'est marqué. Dans ce cas, c'est l'inverse, donc c'est une faille inverse ici, et là j'ai un raccourcissement. Autre cas, je peux, vu du dessus cette fois-ci, avoir des failles qui vont coulisser, donc des failles comme les failles transformantes qu'on avait vues à l'époque de G2, donc là ça s'appelle des failles décrochantes, et là on parle de coulissage. Et les failles décrochantes, il y en a deux types, il y a les sénextes et les dextres. Comment on fait? On se place sur un compartiment, par exemple je me place sur celui-là, je regarde le compartiment qui est en face, et s'il va à droite, le compartiment qui est en face, D comme droite, je dirais que le décrochement est dextre. Si je me place sur celui-ci, et je regarde le compartiment en face, il va aussi à ma droite, ça marche tout le temps. Par contre, si je me place sur un compartiment et que celui que je regarde, il va à gauche, ce sera sénestre, comme socialiste. Donc, faille décrochante, sénestre dans ce cas. Alors, on peut, en regardant les failles, donc remonter à l'illusoïde des déformations. Ça, c'est assez facile, c'est ce qu'on a ici. Donc, quand on a une faille normale, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un étirement selon 7x, qui est ici, et donc un raccourcissement. C'est comme si j'appuyais sigma, sigma ici, et que j'entraînais finalement, c'est ce que je fais quand je modélise ces failles d'ailleurs. Soit j'appuie ici, soit j'écarte ici. Donc, j'ai un Z qui est là et un X qui est ici. Le Y étant perpendiculaire à la feuille tout le temps. Là, j'ai mes failles en coupe. Quand je fais ceci, le raccourcissement, il se fait selon le Z, ici, et l'allongement, là on voit que ici j'avais un certain nombre de centimètres et maintenant j'ai tout ça. Donc là j'ai un allongement selon le X. Et les failles décrochantes, c'est la même chose mais vu de haut en fait. Donc vu de haut, c'est pareil.
Donc là, c'est comme si j'avais ceci vue de haut, même principe, hein. Donc vue de haut, ben, j'ai le X ici et le Z ici. L'angle toujours entre le miroir de faille et le Z, en gros, c'est à peu près 30 degrés. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu les définitions et les caractéristiques, voyons voir sur le terrain, hein, comment on fait avec nos failles, comment on se débrouille. Alors sur le terrain et en cartographie, comment on fait pour avoir des informations intéressantes. Alors en cartographie, on a vu comment identifier des failles. Donc pour identifier les failles inverses ou normales, il faut deux choses. Il faut connaître le pendage, ça c'est important. On utilise la règle des cuisses, la règle du V dans les vallées. Et il faut deuxièmement déterminer qui monte, qui descend. En faisant ça, on peut déterminer la nature de la faille. Application de cartographie, de TP. Là j'ai un terrain, là j'ai une faille, vous avez vu. Cette faille, elle fait un V à cet endroit-là. Ça veut dire qu'elle traverse une vallée ou une colline. Bon là j'ai une petite rivière qui passe, donc c'est une vallée. Donc là j'ai un V dans la vallée. Là le sens du V me donne le sens du pendage en fait. Donc là j'ai une faille, je vais la mettre tout de suite la réponse, qui est comme ceci, pendage vers l'est. Et ensuite, je ne sais pas si elle est normale ou inverse à ce stade, hein. Ensuite, il faut que je regarde qui monte, qui descend. Lui, là, il est là, J2. Lui, il est vieux par rapport à lui. Lui, il est récent. Donc, si j'ai du vieux à côté du récent, bah, sur le vieux, j'avais le récent, hein. Donc, obligatoirement, ça veut dire que là, il est remonté. J'ai pas le choix, hein. Pour mettre du vieux à côté du récent, bah, avant le vieux, il était en dessous, si vous voulez. Il était avec celui-là, hein. Il est remonté. Donc là, je peux faire mes flèches. Et maintenant que j'ai mon pendage et que j'ai mes flèches, je peux dire oui, c'est une faille normale. Donc il faut les deux choses en cartographie pour déterminer la nature de la faille. Quand on est sur le terrain, et ben quand on voit les deux blocs qui sont encore en place, ben c'est très simple. On peut déterminer la nature de la faille. Par exemple ici dans les champs, je vois ici un marqueur qui est décalé. Donc là, j'ai une faille décrochante. Quand je suis sur ce compartiment et que je regarde l'autre en face, il va vers ma gauche. Donc c'est une faille sénestre. Je peux mesurer le rejet à l'horizontale. Quand je suis sur des failles en coupe cette fois-ci, comme ici, ben je peux faire la même chose. Donc il faut que j'ai des niveaux repères. Par exemple, là j'ai un niveau repère qui est en blanc. Et donc je peux analyser, donc les failles sont ici. Et donc je peux en déduire que là les deux failles sont normales. Et je peux aussi quantifier le rejet à l'horizontale. Donc par exemple, je prends le point qui est ici, le point qui est ici. Ils se sont écartés de tout ça. Et je prends par exemple le point qui est ici et le point qui est ici. J'aurais pu prendre le même, hein, ça ne change rien, mais là, vu comme c'est marqué, je vais prendre ça. Et bien là, j'ai un rejet vertical que je peux mesurer. En bas, j'ai un bon exemple de faille inverse avec mon niveau repère et je peux toujours mesurer, bien sûr, quantifier le rejet. Donc, quand il y a les deux blocs, finalement, c'est assez simple. Par contre, des fois, l'érosion, eh ben, elle empêche ce raisonnement. Parce que l'érosion, par exemple, elle peut enlever tout ce qui est là-haut et il ne me reste plus que ce qui est en bas et le miroir de faille. Et bien, avec ça, en observant le miroir de faille, je peux quand même donner des informations, prendre des infos et retrouver ce qui s'est passé. Effectivement, quand il y a le déplacement, sur le miroir de faille, je vais voir des stries en fait. J'ai des stries et ces stries, donc, en regardant leur direction, je ne parle pas du sens, je parle de leur direction, je vais pouvoir dire que ça s'est fait comme ceci. Pas par exemple dans le sens perpendiculaire. Donc les stries me donnent accès à la direction du mouvement. Le sens du mouvement maintenant, on peut aussi le retrouver grâce à des marqueurs qu'on appelle des tectoglyphes. Alors, ça c'est intéressant quand les failles, en fait, il y a des petites discontinuités du plan comme ça. Donc là, vous avez vu, il y a le plan de faille, puis là, il change d'angle un petit peu, puis là, il revient comme ceci. Qu'est-ce qui va se passer? Si le compartiment qui est ici, il monte, en montant, à cet endroit-là, je vais avoir une extension. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, là où il y a mon marqueur, ça monte, et où il y a mon marqueur là, ça descend. En relatif, je veux dire. Donc, je vais créer une zone, en fait, un trou, je vais créer. Et s'il y a de l'eau qui passe et l'eau qui dépose par exemple du SaSO3, et ça va me remplir. Ça va me faire un petit escalier en fait. Et donc ce petit escalier abrupt, en fait je peux le voir sur les échantillons. C'est ce qu'on appelle donc un petit gradin en fait de cristallisation. Et là par exemple sur mon échantillon, là je suis en train de regarder ceci, un miroir de faille. L'échantillon, c'est ce qui est en dessous. Ça je ne l'ai pas. Et là je peux voir que j'ai plein de petits escaliers blancs. C'est exactement ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est ça, là on le voit très bien, là c'est en coupe. Donc le compartiment du dessus, il a bougé dans ce sens. Donc à ces endroits-là, finalement j'ai eu un étirement, j'ai eu du vide qui a été comblé par de la calcite qui a cristallisé. Et moi je suis en train de regarder, pas dans ce plan, par-dessus, ceci. Et donc je vois du blanc, du blanc, du blanc, c'est ça, du blanc, du blanc et du blanc. Tout dans ce sens. Donc là j'ai accès au sens de déplacement. Alors bien sûr, si
à l'endroit de la discontinuité là, des angles, ça va en dessous ce compartiment, bah, à cet endroit-là, je vais avoir une compression. Ça veut dire que si lui va en dessous, ici il va venir comprimer, et lui, ben, il monte relativement, donc grosse compression ici. J'aurai pas du tout la même chose. On peut regarder ça ici. Donc là, on voit que à cet endroit, pile ici et pile ici, quand lui il bouge vers la gauche, eh ben, il vient tamponner et il vient fracturer. Donc là, je vais voir des gradins, pas de cristallisation, mais d'arrachement cette fois-ci. Et ça, je peux le voir, ça peut me donner des infos sur le sens. Des fois, au lieu de comprimer et de fracturer, ben, je peux même avoir des stylolites, hein, qui sont dus à de la compression, on l'a vu tout à l'heure. Par exemple, ici, si lui il remonte, ben, à cet endroit-là, il vient contre celui-ci, et à cet endroit-là, donc j'ai des stylolites que je vais pouvoir analyser. Donc ça, c'est très intéressant pour déterminer l'essence. À noter que je peux aussi, quand il y a les deux compartiments, ou même qu'un seul, voir autre chose, c'est ce qu'on appelle des crochons de faille. C'est le fait que, regardez là, eh ben, la couche qui est à l'horizontale, au niveau de la faille, elle fait une courbure. Là, l'analogie, c'est avec la brosse à dents. Donc là, j'ai mis une brosse à dents sur un mur. Quand je monte la brosse à dents, vous avez vu que là, ça se courbe dans ce sens. Quand je descends la brosse à dents, ça se courbe dans l'autre sens. Et bien les roches, dans les couches, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que là, par exemple, on voit bien que la couche, elle est comme ça et qu'elle remonte vers le haut. Et là, elle est comme ça et elle va vers le bas. Là, c'est comme ma brosse à dents. Ça veut dire que là, c'est comme la brosse à dents qui est ici. C'est comme si là, je déplaçais la brosse à dents et que tous les poils, ben, ils restaient. On peut le faire avec la main sur un mur, ça marche aussi avec les doigts qui sont recourbés comme ceci. Et donc, j'ai un cochon de faille. Pareil de ce côté. Alors, petite remarque, c'est que on parle de faille inverse, de faille normale depuis tout à l'heure. À noter que les failles, elles peuvent rejouer des fois, hein. C'est ce que vous verrez, vous, dans les Alpes, où des failles normales peuvent devenir inverses. Et donc, quand on regarde les tectoglyphes, des fois, on a des signaux qui sont contradictoires. Dans le cas de décrochement, qu'on peut voir à petite échelle ou à grande échelle, alors ici c'est même à l'échelle des plaques lithosphériques, c'est très intéressant. Quand le plan de faille n'est pas régulier, eh ben, il peut se former, on vient de le dire, et c'est exactement la même chose, des zones en compression. Regardez par exemple là. Là j'ai donc vue de haut, j'ai deux blocs qui coulissent les uns par rapport aux autres. À cet endroit-là, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai lui qui va vers la droite, lui qui va vers la gauche en relatif. Donc là, à cet endroit-là, ben, j'ai une compression, je peux former un mont, c'est ici. Par exemple, les monts du Liban, c'est exactement la même chose. Et à cet endroit-là, ben là, lui va vers la droite, lui vers la gauche. Donc là, je suis en train d'ouvrir. Je fais ce qu'on appelle un bassin en pull apart. Et ce bassin, donc c'est un trou. Et donc de l'eau peut venir se mettre. Il y a une sédimentation. C'est exactement le cas de la mer Morte et du lac de Tibériade. Là, cette grosse zone décrochante, c'est celle qui est située ici. Donc ces 10 bassins en pull apart qui sont là, on les voit à toutes les échelles. Et ici, à l'échelle donc même de la mer Morte. Dernière chose à dire concernant les failles, en fait, le plan de faille, souvent, il a une épaisseur. Il a une épaisseur, on appelle ça du coup un couloir de faille, je vais le mettre ici en bleu. Ça, c'est le couloir de faille. Et du coup, à cet endroit-là, donc il y a plein de frottements. Et bah, du coup, les roches se cassent et ça nous donne donc plein de petits cailloux comme ça, à blocs anguleux. C'est ce qu'on appelle l'ensemble une brèche. C'est un mot qu'on utilisera quand on fera les roches sédimentaires. Là, on parle de brèche de faille. Donc là, on le voit très bien ici. Et puis on peut même le voir donc sur plein d'affleurements. Par exemple ici quand je vais zoomer, alors d'ailleurs là au passage, on voit les petits crochons, c'est intéressant. Le niveau repère, là j'ai une faille normale du coup. Et quand je vais voir plus précisément, eh ben, je vois toute une zone qui est ici, hein, qui est toute broyée, c'est la fameuse brèche de faille du couloir de faille. Elle est ici. On vient donc de définir les failles. On a vu sur le terrain comment on faisait pour déterminer la nature de la faille, hein, et puis les directions et les sens de déplacement éventuels. Maintenant, on va s'intéresser à l'origine de ces failles. Donc d'après le grand 1 et le grand 2, les failles, ça concerne les roches qui ont un comportement cassant. Effectivement, puisque par nature, une faille, c'est une cassure. Alors, selon la compétence des roches, effectivement, bah, il peut y avoir faille ou pas faille. Par exemple ici, et donc les failles, elles peuvent même se perdre. Par exemple ici, là, j'ai un gros niveau qui est compétent, là aussi j'ai un niveau compétent. Donc là, on voit bien la faille qui a séparé les deux. Par contre, là, le niveau qui est ici, lui, il est plutôt incompétent. Et du coup, la faille qui est ici, elle ne va pas à l'infini en fait. Elle se perd et d'ailleurs, il n'y a plus de faille ici. Là, c'est une déformation plastique. Et du coup, en dessous, c'est même pas affecté par la faille. Donc quand j'analyse, je vois mes niveaux repères qui sont compétents. Je vois donc le petit aussi qui est en bleu. Les niveaux incompétents, ici, ce sont des argiles. Et là, je peux représenter donc mes failles qui sont des failles inverses. Je n'ai pas mis les petites flèches qui correspondent. Et surtout le fait que dans les niveaux incompétents, la faille puisse se perdre. Alors, l'origine des failles, on les voit très bien lorsqu'on fait des modélisations analogiques.
Alors l'idée des modélisations analogiques, hein, c'est on représente donc différents terrains, et puis on va par exemple ici faire une compression comme ceci et voir ce qui se passe. Et là on voit que par exemple ici on génère plein de failles inverses. Donc ça c'est un exemple d'essai en compression générant des failles inverses. Alors quand on fait donc ceci, on peut voir les résultats. Alors les résultats, c'est que quand on fait une extension, quand le sigma 3 il est horizontal, le sigma 1 il est vertical, on fait ça avec nos modèles analogiques, on va créer des failles normales, de pendage à peu près 60 degrés avec l'horizontal. Quand on crée des failles conjuguées, ce qui peut bien se voir aussi sur les modèles, hein, ça peut créer des compartiments qui sont affaissés, on va parler de graben, et des compartiments en hauteur, avec un H comme hauteur, qui sont les Horst. Donc ça, c'est ce qu'on voit quand on fait de l'extension selon le sigma 3, ou quand on fait une compression selon le sigma 1, ce qui revient au même. Depuis tout à l'heure, quand je parle de mes modèles par exemple, je confonds un petit peu les deux ellipsoïdes, ce qui n'est pas très rigoureux effectivement. Mais en fait, on va admettre ici que quand il y a une déformation de type faille, effectivement les déformations sont coaxiales. Et du coup, les ellipsoïdes de déformation et de contrainte sont confondus. Par exemple, je ne vais pas le faire sur les trois, mais par exemple, quand je prends les failles inverses ici, donc quand j'applique un sigma très fort à cet endroit-là, donc l'ellipsoïde des contraintes est comme ceci, et j'entraîne un raccourcissement collinaire, le Z et le sigma c'est la même chose, et j'obtiens donc un étirement selon le X ici, qui est selon le sigma 3, avec toujours le sigma qui fait à peu près 30 degrés par rapport au plan de faille, sigma ou Z, même chose. Alors, en cartographie, les failles sont représentées, il y a des conventions de représentation, et en cartographie, on va mettre des flèches aussi, mais les flèches, elles vont avoir des significations différentes. Alors nous, c'est vrai que maintenant qu'on est dans ce cours, on est sensible à ça, mais quand on faisait la cartographie, on n'était même pas sensible, et intuitivement, on se comprenait de toute façon. Alors je m'explique, quand il y a une faille inverse, ça veut dire qu'il y a un compartiment, le bleu, donc qui passe au-dessus de ce compartiment-là, avec un pendage qui est en direction de la droite ici. Donc on met des petits triangles déjà pour dire que c'est lui qui est au-dessus de celui-ci, que c'est une faille inverse, et on met des flèches classiquement quand on fait les cartes. Les flèches représentent ici le sigma. Quand il y a une faille normale, donc c'est le compartiment qui est côté des petits rectangles, c'est ça la convention d'une faille normale. Le compartiment ici, c'est celui qui descend, donc là j'ai aussi une faille de pendage vers la droite. Et on va mettre aussi des flèches. Et les flèches, on va les mettre comme ça pour montrer qu'il y a une extension. Ces flèches, en fait, elles illustrent le sigma 3. Mais si on voulait faire le sigma 3, bien sûr, on le ferait dans l'autre sens. Mais on se comprend. Quand on a des failles décrochantes, vues de haut cette fois-ci, par exemple ce petit compartiment qui était ici, maintenant il est venu en bas, donc là j'ai une faille décrochante dextre du coup, et je mets aussi des flèches en carte. Je les mets comme ça. Les flèches ne me matérialisent pas les sigma 1 ou les sigma 3. Ici, les flèches me matérialisent juste le mouvement vu de haut des différents compartiments. Alors, quand on parle de faille inverse, il est possible, notamment quand on fait les orogenèses, qu'on aboutisse à des chevauchements. Un chevauchement, c'est une faille inverse avec un pendage très faible, inférieur à 30 degrés. Et le compartiment donc, qui se retrouve du coup au-dessus de cette faille inverse de pendage très faible, c'est le compartiment qu'on dit qui est chevauchant. Il passe au-dessus. Le compartiment chevauché, c'est celui qui est en dessous. Et quand l'amplitude de ce chevauchement est très forte, on va appeler ça, ce qui est ici, une nappe de charriage. Et une fois qu'il y a l'érosion, par exemple, si j'érode tout ça, il me reste un petit bout ici. Le petit bout qui me reste, ça va s'appeler une clip, avec bien sûr les petits picots à l'intérieur, puisque c'est lui qui chevauche, qui est au-dessus celui-ci. Ça, c'est la représentation d'une faille inverse. Si j'érode que ici, par exemple, je peux au contraire tomber sur le terrain qui est en dessous, le terrain autochtone. C'est celui qui était déjà là. Et dans ce cas, j'ai ce qu'on appelle une fenêtre. C'est bien lui qui chevauche celui-ci. Donc les picots sont dans l'autre sens. Les clips et les fenêtres seront bien visibles sur la carte de France quand on fait les Alpes. Dans les chaînes de montagne, les nappes de charriage sont très visibles. Par exemple, nous, la nappe de Digne qu'on avait abordée au début de ce cours, qui est ici, elle est en train de chevaucher tous les terrains qui sont en dessous. On l'avait fait quand on avait parlé de la couche savon et de la désolidarisation de la couverture et du socle. Donc là, j'ai un bon exemple de chevauchement. Quand on est dans l'Himalaya, ou c'est ici l'Himalaya, ou dans n'importe quelle chaîne de collision classique, les nappes de charriage en fait peuvent entraîner un empilement de nappes. Là on voit que elle est au-dessus, elle qui est au-dessus de celle-ci, au-dessus de celle-ci. En fait ce qui se passe, c'est qu'effectivement lorsqu'il y a par exemple ici la subduction forcée, ça va casser. Des petits morceaux vont remonter par poussée d'Archimède, par c'est l'isostasie, le long de ces failles. C'est là où il y a les grands l'Everest et tout ça.
Et donc, si je continue, je peux recasser ici, ça remonte, puis après je pourrais recasser ici, et ça pourra remonter. Donc là, j'ai un empilement de nappes de charriage que l'on voit très très bien aussi dans l'Himalaya. Dernier point, quelle est la place des failles dans la tectonique globale? Alors effectivement, notre objectif ici, c'est de montrer que dans les différents contextes tectoniques, on peut avoir des failles. Dans les zones de divergence déjà, au niveau des dorsales, au niveau des riftings continentaux, on avait vu dans le cours G2 qu'il y a beaucoup de failles normales, failles d'extension qui peuvent éventuellement générer un fossé d'effondrement ou un rift. Pas de problème avec plein de demi-blocs basculés, des demi-grabens. Alors il y a aussi des failles transformantes, du fait de la symétrie sphérique de la Terre. On les voit ici, les failles transformantes, avec des séismes limités dans ces petites zones-là, où il y a les deux petites flèches qui sont ici. Et vous verrez l'année prochaine que l'existence de différents sédiments et de leur morphologie au niveau de justement de ces grabens, ça peut nous permettre de dater le fonctionnement de ces failles. Je m'explique. Imaginons là une croûte continentale qui subit une extension, et maintenant j'obtiens ça. Donc vous avez vu, elle a cassé en surface, c'est normal au niveau de la croûte qui est cassante, et en cassant, ça m'a généré donc des failles qui ont joué. Alors le petit truc noir qui était au-dessus, le sédiment qui était déjà là, lui, il a subi la faille, pas de problème. Par contre, pendant que la faille, elle a joué, donc elle a fait ce petit mouvement ici, des sédiments se sont déposés. Des sédiments pendant le rifting en fait. Et en se déposant, ces sédiments, on les voit ici. Donc ici, c'était à peu près au même endroit. Par contre, cette couche qui était ici, avant, elle était là. Okay, et lors du rifting, ça a pivoté, pivoté, pivoté. Les sédiments se déposent à l'horizontale, mais comme ça pivote, à la fin, ils deviennent obliques comme ça. Et donc là, j'ai une sédimentation, on dit en éventail, qui me matérialise le fonctionnement de cette faille. On les appelle des sédiments Saint-Rift. C'est comme ça que dans les Alpes, on arrive à dater l'ouverture de l'océan alpin. Une fois que c'est fini, quand il y a la croûte océanique qui apparaît, les sédiments ils continuent encore de se déposer, et là par contre ils se déposent à l'horizontale, et il n'y a plus du tout cet éventail. Là ce sont les sédiments, on dit post-rift, après donc l'ouverture de l'océan alpin ici. Dans les zones de subduction, de convergence, on a aussi des failles. Alors la logique ce serait de dire, comme on est en convergence, on a des failles inverses. Alors ça c'est tout à fait juste, on a des failles inverses, elles sont représentées ici, sur le panneau chevauchant, au niveau du slab aussi, pas de problème. Classique. On avait vu dans le cours G2 que les subductions, elles pouvaient être associées à de l'extension aussi, notamment dans le cas des subductions de type Marianne. Alors effectivement, dans le cas où le pendage du slab est assez fort, il y a un petit découplage qui se fait, le slab recule, on avait dit, et tout ce qui est au-dessus, ça va s'étaler. Et du coup, par exemple ici, très bon exemple, j'ai une dorsale qui apparaît, on avait vu ça avec les îles Sandwich en TP, donc là, ça s'écarte, et donc là, j'ai en bleu des séismes qui sont en extension. Je peux avoir de l'extension ici, parce que là, j'ai une flexion qui se fait à cet endroit-là, avec des failles normales à cet endroit. Et je peux, si la plaque qui plonge, elle est très dense par rapport à l'asténosphère qui est représentée ici, et elle peut plonger, du fait de son propre poids, et du coup étirer la zone, par exemple à cet endroit-là. Et donc là, j'ai des séismes aussi en extension avec des failles normales. Dans les zones de collision, c'est la même chose. Dans les zones de collision, la première chose que l'on voit, ce sont les failles inverses. Bien sûr, on a vu d'où les différents chevauchements. Dans le cours G2, on avait vu que quand il y avait de la collision, c'était aussi associé à des failles décrochantes. On le voit ici. La poussée de l'Inde, elle est accommodée par une élévation du relief au niveau de l'Himalaya, mais aussi par un étalement sur les côtés, à gauche et surtout à droite ici. On le voit par ce modèle, des terrains, et donc genèse de plein de failles décrochantes, représentées ici avec les petites flèches rouges. Et on peut aussi, dans les zones de collision, avoir de l'extension. Alors pendant la collision, un petit peu d'extension, c'est vrai. Par exemple ici, vous avez vu toutes les flèches noires, c'est des flèches de convergence ça. Donc là, j'ai de la compression, j'ai plein de failles inverses, plein de chevauchements. Effectivement, si dans ce sens-là, je comprime, et des fois ça va s'étirer selon l'axe perpendiculaire, et donc je peux avoir quelques séismes en extension. Et puis surtout, nous c'est ce qu'on connaissait bien déjà, c'est à la fin de l'orogenèse. À la fin de l'orogenèse, on a des failles normales qu'on appelle post-orogéniques. Alors qu'est-ce qui se passe ou tardi-orogénique? C'était l'effet camembert. Donc là, le camembert, il est ici, il est comprimé de chaque côté. Quand je relâche mes contraintes, c'est fini l'orogenèse, et il peut s'étaler. Alors s'il est très ductile, il va s'étaler en fluant, et s'il est un petit peu refroidi parce qu'on l'a mis au frigo par exemple, il va casser, il va faire des failles en surface, des failles normales. Ça c'est l'étalement tardi-orogénique d'une chaîne en fin de vie. Par exemple, les failles normales associées à l'orogenèse hercynienne sont très visibles dans le massif central ou le massif armoricain. Nous venons de voir dans ce grand tas les déformations discontinues.
cassante. Passons maintenant au B, les plis. Alors qu'est-ce qu'un pli? Un pli, c'est une structure courbe, là on voit, là il y a deux plis ici, qui est issue d'une déformation continue, qui affecte une roche à toutes les échelles. Alors, à l'échelle du pli, la déformation est continue, mais donc c'est pour ça qu'on le classe différemment. Par contre, on verra tout de suite après qu'à petite échelle, on peut avoir du discontinu dans les plis. Quand on fait des plis, il faut bien maîtriser le vocabulaire associé. Donc un pli, ben c'est quoi? Là, je vais voir le pli qui est ici. Donc déjà, un pli, c'est une charnière. Une charnière, c'est le lieu où la déformation est maximale. La charnière, elle définit l'axe du pli. L'axe du pli, c'est ce qui passe par le milieu de la charnière. L'axe du pli, il est ici en fait. Par exemple, il est axe nord-sud. Tiens, par exemple, ici, là, si là c'est le sud et nord, ben là, l'axe du pli, c'est un axe nord-sud ou sud-nord. C'est ce qu'on appelle la direction du pli. Et le plan axial, c'est un plan imaginaire qui va englober toutes les charnières des couches successives. Donc là, le plan axial, c'est ce qui est représenté ici. Ça coupe la charnière ici, ça coupe la charnière ici, etc. en dessous. Alors, quand je fais un pli mais qui a érosion, imaginons que là j'érode, et ben je peux, ou j'érode ici, donc l'anticlinal il peut être érodé, là j'ai érodé mon anticlinal, et le synclinal, pareil, je peux l'éroder aussi. Donc je vais obtenir des choses comme ceci. Alors j'ai, par exemple dans un synclinal, des terrains qui sont jeunes, entourés de terrains vieux, entourés de très vieux. C'est normal, c'est le principe de la stratigraphie. Et puis dans les anticlinaux, c'est l'inverse. Puisque les terrains vieux y remontent, je vais après érosion avoir des terrains vieux entourés de jeunes, entourés de très jeunes. Et là, si je regarde les charnières, donc les charnières elles sont ici, des plis, donc je peux matérialiser le plan et du coup l'axe du pli. Et donc là, mes plis dans ce cas-là, ils sont de direction comme celui-ci, de direction nord-sud. C'est ce qui est représenté ici. Alors on a vu le vocabulaire important, charnière, axe, plan et flanc, et ensuite on peut classer les plis. Alors on peut les classer selon l'angle du plan axial avec l'horizontale. C'est la première classification. Le pli peut être droit, le pli peut être déjeté, quand le plan axial il n'est pas perpendiculaire à l'horizontale, on le voit ici, et puis plus il penche, il devient déversé, puis après il peut même le pli devenir couché. Ça c'est la première classification. Entre déjeté et déversé, il faut juste regarder le flanc qui est ici et voir s'il est normal ou s'il est inverse. Je m'explique, là il est normal par rapport à la logique de la stratigraphie, ça veut dire que le récent il est au-dessus du vieux qui est au-dessus du vieux quand je vais en profondeur, alors que là c'est l'inverse. Là le récent, quand je monte, je tombe sur du vieux et sur du très vieux quand je monte à la verticale. Là c'est déversé par rapport à déjeté. Les plis, on peut aussi les classer selon la symétrie. Alors, on va distinguer les plans symétriques, où les flancs, ils ont la même longueur de chaque côté, et les plis qui sont asymétriques. Par exemple, ici, le flanc, il est très long, alors que là, j'ai un flanc court, et là, j'ai un flanc long. Là aussi, c'est un pli qui est asymétrique. Troisième classification pour les plis, c'est selon l'épaisseur des couches. Est-ce que l'épaisseur des couches est constante? On parle de pli isopaque, c'est le cas ici. Là, je suis la couche, tout le temps la même épaisseur. Alors que là, ici, pas du tout. Là, on voit que, par exemple, le pli le flanc qui est ici, et qui est ici, c'est pas du tout la même épaisseur. Là, on parlera de plis anisopaques. Les différents plis, quand ils sont en surface, sont soumis à l'érosion. Ça, c'est l'objet du cours de sédimentologie qui arrivera après. Alors, effectivement, l'érosion c'est surtout donc ce qui est en hauteur qui est érodé. Donc là, par exemple, c'est l'endroit où il y a la charnière des anticlinaux qui peut être érodée. Et après, il y a des choses qui s'érodent très facilement et des choses qui s'érodent pas facilement. Et ce qui s'érode pas facilement, ça va nous donner des petites crêtes. Ça va nous donner des choses qui restent en relief. Par exemple, ici, on voit que la couche blanche, elle a du mal à être érodée. Elle aussi, elle fait une petite crête ici. Elle, par contre, elle s'érode très bien. Puis elle, pas du tout. Et donc, dans vue d'avion ici, on voit très bien ça. On voit que là, c'est dur à éroder. Là, c'est dur à éroder. Et là aussi. Et là aussi. Et par contre, tout ce qui est entre, ça s'érode facilement. Donc l'érosion va nous générer des paysages particuliers. Alors quand l'érosion, une fois qu'elle est passée, les anticlinaux sont toujours en hauteur, on parle de relief conforme, conforme à la logique. Un anticlinal, c'est plus haut qu'un synclinal, donc c'est logique qu'ils soient en hauteur. Mais il arrive des fois, dans les Alpes par exemple, où on aboutit à une inversion de relief, un relief qu'on appelle inverse, où là ce sont les synclinaux qui se retrouvent en hauteur. Pourquoi? Parce que avant c'était comme ça, comme la couche qui est en dessous. Ce qui était en hauteur, c'était les anticlinaux. Ils ont été érodés. Alors, c'était difficile parce que la couche, elle est dure à éroder, mais bon, on a réussi quand même. Et en dessous, il y avait une grande couche épaisse de roches moins résistantes. Et là, du coup, avec l'eau, les rivières, tout ça, ça a bien enlevé la matière ici. Et du coup, cette petite couche, qui à l'origine était basse, maintenant se retrouve en hauteur. J'ai ce qu'on appelle un synclinal perché.
Là, c'est un très bon exemple avec la couche très résistante qui reste, c'est celle-ci qui est là. Et la couche peu résistante qui est en dessous. Passons à l'origine des différents plis. Alors, la définition d'un pli, c'est basé sur la description. La cause des plis, il y a plusieurs causes possibles. Alors, le plus logique, c'est de dire c'est l'analogie ici avec la serviette, due à des contraintes compressives comme ça, les sigma 1 qui sont ici, et ça me génère donc des plis de direction perpendiculaire au sigma 1. Mais en fait, des fois, je peux faire autre chose avec ma serviette. Par exemple, en faisant un cisaillement comme ceci, je peux aboutir à des plis qui ne suivent pas la même logique que ici. Donc bref, tout ça pour dire que un pli n'est pas toujours dû à une contrainte perpendiculaire au plan axial. Une fois qu'on a dit ceci, on va quand même donner quelques idées sur l'origine en général. Alors en général, les plis qui sont symétriques, ils vont résulter d'une flexion, et les plis asymétriques d'un cisaillement simple. Alors qu'est-ce qu'une flexion? Une flexion, l'analogie, c'est ce que je fais ici avec un paquet de feuilles A4. Donc je comprime à gauche, je comprime à droite, et ça me fait un pli. Ça, c'est ce qu'on appelle une flexion. Le pli que là, je viens de créer, c'est un pli qui est symétrique. Et quand c'est comme ça, c'est très facile de remonter aux deux ellipsoïdes. J'ai le droit. Le sigma, il est perpendiculaire au plan axial. Le plan axial, je vous rappelle, il est ici. Enfin, je vois qu'un trait parce que le y, il est, comme d'habitude, vers vous ou vers moi. Quand je fais un cisaillement simple, là, je vais entraîner la formation d'un pli asymétrique. On le voit ici, avec des flancs courts et des flancs longs. Alors si mon cisaillement il est dans ce sens, j'ai ça. C'est comme si j'avais une couverture et que je faisais un cisaillement dessus. Et puis là, c'est dans l'autre sens. Toujours, quoi qu'il arrive, je peux remonter à l'ellipsoïde des déformations. C'est-à-dire que même à ce stade-là, donc je peux tracer mes plans axiaux, et ce qui est ici représente le x, comme ici là ça représentait le x, et la perpendiculaire représente le z. Donc ça, je peux le faire dans tous les cas. Deuxième chose, je vais regarder pas si c'est symétrique ou pas, cette fois-ci, je vais regarder si c'est isopaque ou anisopaque. Ça va aussi me donner des informations, ça. Alors voyons voir ça. La nature isopaque ou anisopaque d'un pli va dépendre essentiellement de la nature compétente ou incompétente des roches concernées. Alors prenons le premier cas. Si les roches sont plutôt compétentes, du fait de leur lithologie tout simplement, et du fait du couple pression-température. À faible pression, faible température, proche de la surface, les roches tendent plutôt à se comporter d'une façon cassante et du coup à être compétentes. Alors dans ce cas, les plis sont plutôt isopaques, on l'a dit, et il y a deux mécanismes de formation possibles pour ces plis. Premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle un pli à déformation de flanc, c'est ce qui est représenté ici. Alors on peut faire l'analogie avec un paquet de feuilles A4, gros paquet de feuilles A4, donc on fait une flexion et on va se rendre compte que au niveau des flancs, les feuilles vont glisser les unes par rapport aux autres. C'est ce qui est bien représenté ici. Au niveau de la charnière, par contre, là, il ne va pas avoir de glissement. Et donc, ça, je vais même le voir sur le terrain. Ça veut dire que quand je vais zoomer, en fait, à l'intérieur des zones qui n'ont pas glissé, il ne va rien se passer. Par contre, à la jonction des zones qui ont glissé, je vais avoir des fractures. Par exemple, là, j'ai une fracture ici, et j'ai même un petit glissement de ce qui est au-dessus vers la gauche, quoi. Donc, ça, c'est mon analogie feuille A4. J'ai donc un pli qui, de loin, est une déformation ductile, mais qui à l'intérieur, effectivement, a des déformations cassantes du fait du mécanisme en question, pli à déformation de flanc. Autre possibilité, je peux avoir ce qu'on appelle un pli à déformation de charnière dans les plis opaques. Donc là, le modèle, c'est plutôt l'analogie avec une éponge. Si on prend une éponge et qu'on la, comme ça, lui fait subir cette flexion-là, on va se rendre compte que tout ici, c'est normal, vous imaginez que le petit truc qui est rouge, avant c'était un carré sur l'éponge. En faisant ça, là je vais rapprocher, là je vais étirer, mon carré se transforme en trapèze, et donc tout ici, j'ai de la compression. Et tout au-dessus, j'ai plutôt de l'extension. La preuve, c'est que si sur mon éponge, avec des couteaux, je fais des petites marques, et que je refais ça, je vais obtenir ça. Donc je vais avoir ici, on voit très bien l'extension qui se fait. Donc ce qui est ici, c'est ce qu'on appelle l'extrado. Au niveau de l'extrado, j'ai plein d'extensions. Je peux avoir des failles normales à l'intérieur du pli. Je peux avoir des fentes de tension. D'ailleurs, c'est ce qui est représenté ici, au niveau de l'extrado. Et au niveau de l'intrado, c'est ce qui est en dessous. Là, je vais avoir de la compression. Alors, soit des failles, même des failles inverses, d'ailleurs. On les voit ici, très bien. On peut même avoir des stylolites, pourquoi pas. Donc ça, c'est le mécanisme dans le cas d'une roche compétente. Il y a donc des déformations cassantes à l'intérieur du pli. Si la roche est incompétente, du fait de sa lithologie ou de la pression de la température qui sont plutôt élevées, les plis tendent à devenir anisopaques. Là, c'est le domaine des déformations ductiles, il y a même possibilité de fluage. Et donc, ce que l'on voit quand on fait ceci, c'est qu'effectivement, par exemple ici, la matière peut plastiquement donc partir et aller sur les côtés. Ici, ça peut s'étirer selon le X, et donc j'obtiens
puis une épaisseur le long de la couche qui est différente, c'est bien ce qu'on avait nous appelé un pli anisopaque. Ça, on les rencontre surtout en profondeur par rapport au pli isopaque de tout à l'heure. Petite remarque pour finir sur les plis en tant que tels, il est très fréquent d'observer des disharmonies de plissement. Les disharmonies de plissement, ben c'est ça par exemple. Donc là vous avez une couche qui s'est plissée comme ça, et en dessous ça nous a fait un petit peu n'importe quoi. Là aussi j'ai une disharmonie. Là c'est pas harmonieux. Là j'ai un plissement de grande longueur d'onde et en dessous j'ai des plissements de petite longueur d'onde. On les voit très bien ici. Alors pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a les disharmonies de plissement sur le terrain? Il y a deux origines possibles. La première origine, c'est juste quand on a des strates compétentes d'épaisseurs différentes. C'est ce qu'on observe dans une matrice qui est plutôt incompétente. Et on va se rendre compte que quand la couche elle est épaisse, ben les plis auront une grande longueur d'onde, et quand la couche elle est peu épaisse, les plis auront de petites longueurs d'onde. Ça c'est la première cause. La deuxième cause, c'est un bourrage mécanique à l'intérieur d'un pli, au niveau d'une couche savon. Là, j'ai une couche savon ici, de mon ancienne figure, et bien à cet endroit-là, ça peut faire un petit peu n'importe quoi, ça peut nous faire un truc comme ça. Et sinon, si c'est pas au niveau d'une couche savon, ça marche aussi, je vous ai parlé de bourrage mécanique, ben c'est ce qu'on a ici. Par exemple, au niveau de ce pli, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une disharmonie là, par rapport à la couche qui est au-dessus. Alors comment on peut expliquer ça? Ben, vous imaginez que vous avez plein de feuilles, A4 par exemple, ou plein de couches qui font 200 mètres. Vous plissez l'ensemble, la couche du dessus, ben, elle fait toujours 200 mètres, celle du dessous, elle fait toujours 200 mètres. Sauf que quand vous la plissez ici, ben, du fait mécaniquement, ça se voit sur ce schéma, ben, il n'y a pas la place, quoi. Il n'y a pas la place et du coup, ben, elle va plissoter à l'intérieur. Donc ça, c'est les disharmonies de plissement classiques que l'on voit à l'intérieur des plis. Alors les plis qu'on a vus peuvent des fois être associés à des failles. C'est ce qu'on appelle un pli-faille. On voit ici, c'est le cas souvent de plis déversés qui vont casser au niveau du flanc inverse. Là, c'est joli. Là, j'ai un pli ici et une faille inverse qui est à cet endroit-là. C'est les plis-failles et ça, on les rencontre assez fréquemment. Quand les couches qui sont assez compétentes, elles vont glisser sur un niveau de décollement. On voit ça au niveau, par exemple, du Jura. On a ce qu'on appelle des formations de plis de rampe. C'est comme ça qu'on dit. Je vous montre ceci. Là, j'ai un niveau de décollement. Par exemple, c'est le Trias, c'est la bonne couleur. Le Jurassique, le Crétacé. Des contraintes ici, formation d'une faille, et en même temps, ça se plisse. Et ça me fait donc un pli-rampe, avec ce qu'on appelle ici un plat, et ce qu'on appelle ici une rampe. Alors ça se voit à l'échelle du Jura, là on le voit super bien. Tous les plis de rampe associés, ce sont des plis failles. Ça se voit aussi à petite échelle. Là on le voit, avec les couleurs qui matérialisent très bien ceci. Là on voit très bien une faille. Le petit niveau de décollement, il est à cet endroit-là. Là, on voit faille inverse, et puis, hop, le pli qui est ici. Là, j'ai une petite faille inverse dans l'autre sens aussi. Donc là, je peux légender plat, rampe et les niveaux de décollement. À savoir aussi que cette association pli-faille, on la retrouve à une autre échelle au niveau des prismes d'accrétion, dans les zones de subduction. C'est ce qui est représenté ici. Là, j'ai une plaque qui est en train de plonger. À l'endroit où elle plonge, s'il y a un grand couplage mécanique, il peut avoir formation d'un prisme d'accrétion, voire le cours G2. Et à cet endroit-là, je peux avoir un empilement d'écailles, en fait, et une succession de plis de rampes qui viennent les unes sur les autres. Alors là, on le voit très bien sur ce profil de sismique réflexion. Là, on voit que tout ce qui est en dessous, c'est ce qui est là. Le petit niveau qui est ici, lui, c'est celui qui continue à aller en dessous. Et au-dessus, par contre, au-dessus, c'est plus du tout régulier, quoi. Je vois là, j'ai une faille. Là, j'ai une faille et j'ai mes niveaux que j'arrive à suivre, hop, qui font comme ça, et en dessous pareil. Là, j'ai des plis de rampe, exactement. On peut légender de la façon suivante. Les basaltes, les sédiments pélagiques, donc qui viennent de la haute mer, qui vont dans la subduction, et tous les sédiments qui sont dessus, qui subissent la formation du prisme d'accrétion, avec mes failles inverses. Alors, je n'ai pas mis les flèches, mais on comprend que lui monte, lui descend, et mes niveaux qui me permettent de voir les différents plis. Les sédiments en question peuvent souvent provenir ici du continent, avec les avalanches sous-marines que l'on verra dans le cours de sédimentologie. On appelle ces sédiments les turbidites. J'ai exactement la même chose, je ne reviens pas ici, c'est la même chose, mais c'est dans l'autre sens, avec cette plaque qui est en train de plonger sous la plaque Eurasie. On a vu les failles, on a vu les plis, il nous reste à voir les schistosités et les linéations. Alors la schistosité, voyons qu'est-ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est la schistosité? La schistosité, on peut la définir comme une structure de la microtectonique qui consiste en un feuilletage, on voit bien ici, plus ou moins serré, d'une roche, qui a été acquise notamment sous l'effet d'une contrainte tectonique. Ça, c'est la schistosité. Par exemple, ici, j'ai une contrainte, et ça aboutit à une réorientation des minéraux qui vont s'orienter selon des plans. On voit les plans, les fameux plans de schistosité, que là, je peux mettre en bleu, et ça aboutit donc à un feuilletage de la roche. Là, on voit bien qu'il y a un feuilletage qui peut se débiter en feuillet.
Par exemple, dans les schistes ardoisiers, on voit ça très très bien. Alors attention, il ne faut pas confondre les plans de schistosité et les plans de stratification, les lits sédimentaires. Ce n'est pas la même chose. Là, j'ai par exemple deux strates, j'ai trois strates, pardon, j'ai trois strates sédimentaires, et si je fais une contrainte comme ceci, je peux aboutir à la formation d'une orientation préférentielle des minéraux qui vont me définir des plans de schistosité qui sont par exemple ici grossièrement perpendiculaires. Là, j'ai les plans, les lits sédimentaires, et là, j'ai mes plans de schistosité. Hein, c'est pas la même chose. On leur donne des noms d'ailleurs. Le plan de schistosité, on l'appelle le plan S1. Le plan qui correspond au lit sédimentaire, au strate, on l'appelle le plan S0. Sur le terrain, distinguer les plans S0 et S1, des fois, c'est pas si simple que ça. Alors en fait, on est souvent aidé par le fait que la sédimentation ne soit pas homogène. Par exemple, quand il y a une sédimentation, des fois il y a des lits qui ont un petit peu d'argile, puis d'autres qui en ont pas beaucoup, et du coup il y a des couleurs différentes. Par exemple, quand je regarde ici, hein, là je vois, j'ai des plans qui sont dans ce sens, mais j'ai aussi des plans qui sont dans l'autre sens. Alors qui est quoi finalement? Comment on fait sur le terrain? Là on voit par exemple j'ai des couleurs qui changent. J'ai plutôt du sombre et du pas sombre et du sombre. Et puis là aussi j'ai une couleur qui change, là aussi par rapport à côté. Donc là c'est en fait les plans de stratification que je suis en train de voir, avec des couleurs différentes parce que les roches en question sont plus ou moins sombres dues à une proportion d'argile différente. Et les plans qui sont ici, là ce sont les plans S1 de schistosité. Alors au passage, pour faire le lien avec la sédimentation, on a dit dans la définition que la schistosité c'était une structure qui était acquise notamment sous l'effet d'une contrainte tectonique. Alors pourquoi on a dit notamment? Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on avait fait ici, hein, à la contrainte tectonique, il existe des cas, c'est vrai pour les argiles, où la schistosité elle peut résulter d'une simple compaction lors de la diagénèse, lors de la formation de la roche à partir de sédiments. Les phyllosilicates peuvent se réorienter et dans ce cas, l'argile, on va aussi l'appeler un schiste. Alors le terme de schiste, finalement, c'est un petit peu un terme fourre-tout. En gros, un schiste, c'est une argilite qui a été durcie et qui est feuilletée. Alors pourquoi elle est feuilletée? Soit c'est par simple compaction, dans ce cas c'est un schiste d'origine sédimentaire, soit ça peut être parce qu'il y a eu des contraintes, des sigmas anisotropes, par exemple les schistes ardoisiers, hein, et dans ce cas on est plutôt du domaine de la tectonique et du métamorphisme. Au passage, le schiste on l'utilise aussi pour d'autres choses, par exemple les schistes verts ou les schistes bleus du cours du métamorphisme, hein, où là ce ne sont pas du tout d'anciennes argiles qui ont été compactées par exemple, hein, mais ce sont d'anciens gabbros ou d'anciens basaltes. On vient donc de définir la schistosité, on va maintenant être un petit peu plus précis en disant que l'on distingue en fait trois sous-types de schistosité. Alors le premier type de schistosité, c'est pas du tout celui dont on a parlé jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle la schistosité de type espacé. Ça c'est le cas quand la roche en général elle est peu ductile, soit d'un point de vue hydrologique, soit parce que la pression et la température sont faibles. Et dans ce cas, ce qui va se passer quand on va appliquer des sigmas comme ceci, c'est qu'il va y avoir des plans de dissolution préférentielle, les futurs plans de schistosité justement, où la matière va se dissoudre. Et donc la matière partant, il va rester les minéraux qui ne sont pas dissous, qui vont me matérialiser, par exemple des minéraux opaques, qui vont me matérialiser donc ces différents plans ici, qui vus de loin donc vont me faire un débit, un feuilletage en fait. Hein. Il faut comprendre que les plans S5 qui sont ici, entre ces plans, là on le voit très bien avec les petits traits, il n'y a pas eu de réorientation préférentielle des minéraux. Hein. Donc ce petit bloc situé entre deux plans S1, c'est ce qu'on appelle un microliton. Et donc là, c'est ce qu'on appelait la schistosité de fracture avant. Maintenant, on dit de type espacé. Hein. J'ai bien un feuilletage. Et par contre, la roche les plus ductiles, c'est de la dissolution plutôt que de la réorientation de minéraux. Le deuxième type de schistosité, c'est la schistosité de flux. C'est celle qu'on prend spontanément quand on veut faire la schistosité, c'est celle que j'ai pris depuis le début, où là, j'ai une réorientation des différents minéraux selon les plans de schistosité. Donc là, on le voit ici. On l'avait vu à ce stade-là. Là, on le voit bien. Hein, je vais marquer les plans S1 tout de suite ici. Et donc, dans ce cas, l'espacement entre les différents plans, il est très petit. Et l'origine de ces différents plans, c'est donc une réorientation des minéraux préexistants. Et c'est aussi, là on ne le voit pas ici, mais vous le verrez dans le métamorphisme, l'apparition de nouveaux minéraux qui vont cristalliser dans le sens où ils peuvent bien cristalliser, ça veut dire selon le plan d'aplatissement XY, le plan de schistosité. Donc là, elle est marquée par la disposition planaire des différents minéraux. Troisième type de schistosité, quand la pression et la température sont encore plus fortes, ce qu'on constate, c'est que les minéraux, alors anciens ou néoformés, ils peuvent se séparer, là on le voit très bien sur ce schéma, en différents feuillets de composition différentes.
par exemple, les minéraux sombres vont se mettre ensemble, les minéraux clairs vont se mettre ensemble. Et là, je peux obtenir des roches comme par exemple un gneiss. Le gneiss, il y a du sombre, du clair, du sombre, du clair, du sombre, du clair. Et là, je le vois très bien ici. Je vois tous mes micas noirs qui sont ici, puis des quartz essentiellement, quelques feldspaths, puis des micas noirs, etc. Donc là, je vois bien à la lame mince et à l'échelle de la roche ce qu'on appelle justement la foliation, ça veut dire la ségrégation selon des plans S1 de minéraux noirs et de minéraux clairs. Alors, petite remarque importante quand même, dans la foliation, il n'y a pas de débit mécanique en feuillet. C'est pourquoi certains géologues, contrairement à ce que moi j'ai fait, ne classent pas la foliation dans la schistosité. Maintenant que l'on a défini la schistosité, qu'on a vu les différents sous-types de schistosité, on peut passer au lien entre cette schistosité et les ellipsoïdes de déformation et de contrainte. Alors ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'on a appliqué des contraintes, sigma 1, et on a vu donc un aplatissement qui se fait perpendiculairement selon l'axe X et Y qui définissait le plan de schistosité. Ça, c'est ce qu'on a fait spontanément, et ça, il faut savoir que c'est un cas particulier, dans le cas où le mécanisme de déformation est un cisaillement pur. Dans le cas d'un cisaillement simple, ça va être un petit peu plus compliqué, comme on va le voir. Alors, avant de voir l'histoire des contraintes, on peut déjà dire une chose, une généralité, c'est que la schistosité, elle se développe toujours selon le plan XY de l'ellipsoïde de déformation. Donc, quand j'ai mon plan de schistosité, j'ai du coup mon ellipsoïde de déformation. Ensuite, premier cas, si mon cisaillement il est pur, ce qui n'est pas du tout illustré ici, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure, je peux remonter au sigma 1. C'est ce qu'on a fait sur les figures d'avant. Deuxième cas, si le cisaillement il est simple, donc là c'est mon cas de la déformation non coaxiale du grand 1, et en fait le plan de schistosité il va pivoter, il va tourner, c'est normal, exactement comme ce qu'on avait vu ici. Vous vous en souvenez, quand on applique les contraintes sur les côtés, en fait le plan XY, donc il est comme ceci, donc là ce que je vois c'est le X, le Y est envers nous, et donc plus ça fait la rotation, plus le plan XY il pivote, il pivote, il pivote jusqu'à même faire un angle à terme de 90 degrés par rapport à la verticale qui est représentée ici. Donc ça c'était notre analogie avec le jeu de cartes. On le voit très bien ici d'ailleurs. Là j'ai un marqueur, quand je fais ma contrainte et que je continue d'appliquer ma contrainte, le marqueur s'étire selon le X représenté ici, et maintenant le X qui est ici. Donc il y a pivotement de l'axe X, et donc là, effectivement, j'aurais bien mon plan XY, qui est le plan de schistosité, par contre je ne pourrais pas remonter à mon ellipsoïde de décontrainte, comme on l'avait vu dans le grand 1. Alors, quand le cisaillement simple que j'étudie ici, il entraîne la formation de plan C, grand C de cisaillement, on va observer classiquement un gradient de déformation, d'autant plus fort qu'on se rapproche de la zone qui casse, des plans C. On le voit ici avec les cartes. Là, on voit où je l'ai fait ici. Donc, si je fais mon cisaillement comme ceci, donc je vois le X qui pivote, et si à cet endroit-là, je fais un cisaillement, donc là, on voit le décalage entre les cartes d'ici et les cartes d'ici, je vais voir que mes petits marqueurs noirs, ils vont faire comme ceci. Ça signifie donc qu'au fur et à mesure de l'application de la contrainte, mon plan de schistosité, il pivote. Et au niveau des plans C, ça me fait ça. Et donc j'ai finalement un plan qui me fait un S comme ceci. Là on le voit ici, où la déformation est la plus importante, le plan X, Y, il tend à être parallèle au plan C. Alors que là, il tend plutôt à être oblique. Ça, c'est ce qu'on appelle une structure CS ou SC. Ça se voit très bien sur des roches ou sur des lames minces. Par exemple, à l'échelle d'un échantillon ici, donc là j'ai une schistosité que je vois grossièrement qui est comme ceci. Alors si je l'observe bien, je vois que ça fait des S, par exemple ici, ou par exemple ici aussi. Et là j'ai des grands traits en fait qui me matérialisent en coupe les plans de cisaillement. Donc là quand j'habille mon affleurement, j'ai ceci, des plans S, des plans C, des structures CS typiques donc d'un mécanisme en cisaillement simple, un mécanisme de déformation en cisaillement simple. Et là je peux remonter par l'analogie avec mon jeu de cartes de tout à l'heure, au cisaillement. Et donc là, je vois que on a un cisaillement qui est dextre quand je regarde ici ou quand je regarde ici, peu importe. Donc ça, c'est à l'échelle de l'affleurement. À l'échelle d'une lame mince, ça, je peux aussi le voir. C'est ce qui est représenté ici. Donc là, je vois ma schistosité assez bien qui fait des S, comme ça. Là aussi, pareil. Alors, des fois, la schistosité, elle a tellement poussé, j'ai tellement cisaillé qu'elle devient même, à certains endroits, parallèle aux plans de cisaillement qui sont représentés. Là, je vais les mettre tout de suite. Ils sont en bleu, là, les plans de cisaillement. Et les plans S, ils sont comme ceci. En dessous, c'est ça.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit ce qu'on avait vu au début, hein. C'est la formation au niveau des minéraux qui sont assez résistants en fait, de zones d'ombre, hein, qui sont aussi en S ici, ce qui me matérialisait dans le grand 1, justement une preuve de cisaillement simple. On peut d'ailleurs revoir l'échantillon de la figure 9, hein. Là, on voit très bien donc tous les plans C de cisaillement. Ici, on voit qu'il y a eu un décalage à cet endroit-là. Et puis, la schistosité, elle est plutôt dans ce sens avec des S. Là, on le voit, ici, ça remonte. Et hop, ça repart ici. Je vais les habiller tout de suite. Ici en vert, ici en bleu. C'était le cisaillement simple illustré à l'époque de la figure 9. Petite remarque pas très importante, quand il y a eu deux épisodes tectoniques qui ont abouti à deux schistosités, dans ce cas, je parle de schistosité S1, bien sûr, comme on connaît, et de schistosité S2. Là, par exemple, j'ai eu deux épisodes. Et si jamais l'épisode qui donne la schistosité S2, il a un mécanisme de déformation en cisaillement simple, ça veut dire que mon plan S2, il va pivoter. Et en pivotant, il peut finalement faire rebrousser un petit peu la schistosité S1 qui peut du coup se plissoter comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une schistosité de crenulation, un petit peu limite du programme entre parenthèses. Dernier point que j'ai envie d'aborder ici, c'est de présenter quelques échantillons où il y a une certaine variabilité autour de la schistosité. Alors, par exemple, il y a certains échantillons, on voit, où il y a certaines couches qui prennent la schistosité et d'autres qui ne la prennent pas. Alors ça, c'est assez classique, hein, ça dépend de la compétence de la roche. Plus la roche est incompétente, en fait, plus elle va prendre facilement la schistosité. On le retient très bien parce que les argiles, ça prend très bien la schistosité, ça fait des schistes, et les argiles sont très incompétentes par rapport à des niveaux gréseux, par exemple. Et en plus, plus la roche est incompétente, plus la schistosité, elle tend à être de flux, et non de type espacé. Ce qu'on peut voir aussi sur des échantillons, c'est que des fois, la schistosité, elle peut se réfracter, on dit. Là, on le voit. Ça fait comme ça, puis là, vous avez vu, il y a une petite réfraction, hein, comme quand on fait de l'optique. Ça aussi, la cause, c'est une compétence différentielle des niveaux, hein, qui ne prennent pas la schistosité exactement de la même façon. Concernant la schistosité au niveau des plis, il y a un lien avec les plis aussi. On constate que dans les plis qui sont isopaques, la schistosité, elle est plutôt en éventail, on dit. Là, on la voit bien, c'est matérialisé par le noir. Quand les plis sont anisopaques, on constate plutôt que la schistosité, elle est plutôt, on dit, de plan axial. Ça, c'est un constat. Dernier point qu'on avait abordé dans le grand 1, quand il y a des minéraux qui sont déjà là, avant qu'il y ait la schistosité, on voit que la schistosité, elle peut se mouler sur les minéraux, hein, elle est comme déviée par eux, en fait, ce qui d'ailleurs permet de voir aussi les zones d'ombre qui se forment. Hein, ce qui permet de voir donc, si c'est un cisaillement pur ou un aplatissement, ou un cisaillement simple. Dernière structure de la tectonique à aborder, après les déformations cassantes, les plis et la schistosité, ce sont les linéations. Alors, une linéation, c'est un trait, par exemple, là on voit des traits, hein, c'est un trait qui va affecter le volume d'une roche. Par rapport à la schistosité, il y a une grosse différence. Une linéation, c'est une ligne, alors qu'une schistosité, c'est un plan. Alors, il y a plusieurs types de linéations. Les premiers types de linéations, ce sont les linéations d'intersection, qui sont totalement hors sujet dans ce cours, mais bon, je les présente quand même, là on les voit ici. Une linéation d'intersection, ça matérialise donc une intersection entre deux plans. Par exemple, un plan S0 et un plan S1. Là, je vois une stratification avec des couches de couleurs différentes. Je vois une schistosité ici. Quand je prends une ardoise, par exemple, je peux voir l'intersection de ce plan de schistosité avec ces traits qui représentent finalement le plan S0. Intersection S0-S1 me forme une ligne, une linéation d'intersection. Deuxième type de linéation, ce sont les linéations d'allongement, ou on dit aussi d'étirement. Ces dernières peuvent avoir deux origines possibles. Alors, première origine possible, c'est ce qui est représenté ici. Donc, on a vu, nous, que quand, par exemple, on a une contrainte importante ici, donc représentée par le noir, on peut aboutir donc à un plan de schistosité où un minéral préexistant, par exemple, va du coup s'aplatir selon le plan XY. Dans le cas particulier où sigma est égal à sigma 2, dans ce cas, donc j'appuie autant ici que ici selon la verticale, et je vais avoir un allongement non selon un plan, mais selon uniquement l'axe X. Donc là, les structures, les galets, les minéraux préexistants vont être étirés uniquement dans un seul sens, le sens de X. Et là, on va parler donc de linéation d'allongement ou d'étirement. C'est ce qu'on représente ici. Donc là, on voit tous les galets, par exemple, qui sont allongés selon le X. Et donc, quand je regarde par ici et par ici, je le vois. Et quand je regarde ici, c'est ce qui est représenté là au niveau du plan YZ, je ne vois pas d'allongement particulier selon Y. Donc là, c'est le cas d'une linéation d'allongement quand sigma 1 et sigma 2 sont grossièrement les mêmes.
Il y a une autre origine possible pour les linéations d'allongement, c'est lorsqu'il y a des cisaillements. Et donc, expliquons, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les structures S, les plans S et les plans C, et donc ce qui est au-dessus est en train de glisser par rapport à ce qui est en dessous. Et en glissant, eh ben effectivement, si maintenant je regarde pas de face mais vue de haut, hein, en imaginant que j'enlève ce qui est ici, je regarde le plan C, ben là je vois mon plan de cisaillement et je vois donc plein de traits qui sont les traits finalement un petit peu comme ce qu'on voit sur les miroirs de faille, hein, donc de glissement de la zone qui est ici par rapport à celle-ci, ça me fait donc ce qu'on appelle des traits, des linéations d'allongement. Troisième type de linéation, ce sont les linéations minérales. Alors c'est exactement comme ce qu'on a vu ici avec les linéations d'allongement hein, ou d'étirement. La seule différence étant que là, les objets ne sont pas préexistants, ce sont des minéraux qui vont croître, en fait, qui vont se former pendant l'étirement. Et donc là aussi, ça permet de remonter à X. Voilà pour le grand 3. Alors on peut finir par ce bilan qui est visuel, qui est très intéressant pour le concours. Dans ce bilan que je ne vais pas du tout détailler, hein, je vous le laisse lire ceci, on voit les différents types de déformations, on voit quelles en sont les origines, quelles sont les informations que l'on peut en tirer concernant les ellipsoïdes de déformation et de contrainte, et aussi quelles sont les autres informations intéressantes, par exemple des informations sur est-ce que c'est proche de la surface, est-ce que c'est plutôt en profondeur, est-ce que la roche est plutôt compétente, est-ce qu'elle est plutôt incompétente, etc.